tous. Je suis doctorante et je travaille actuellement sur les mouvements sociaux à Alexandrie dans la seconde moitié du XXe siècle pour faire un peu plus précisément. C'est donc un travail en cours et l'insurrection de 77, de janvier 77 en Égypte, est un bout de mon travail, mais plus que ça, c'est un point de fixation dans mon travail, un point de départ. Et une des questions qui anime la recherche et l'exposé d'aujourd'hui, c'est dans quelle mesure est-ce que c'est un point de fixation pour les mouvements sociaux égyptiens. Vous verrez du coup que le lien, je vais surtout parler de la construction de l'événement en lui-même et le lien avec l'actualité. Je donne des pistes pour le lien avec l'actualité, je ne vais pas faire le lien directement. L'insurrection de janvier 77, pour vous la présenter brièvement, elle a été qualifiée par ses contemporains comme le plus grand soulèvement depuis la Révolution de 1919. Pour donner une idée, la Révolution de 1919, ça a été un soulèvement multisectoriel qui a porté des revendications sociales et anticoloniales, qui a lancé l'essor des partis nationalistes. Et en 1923, quelques années d'après, on a abouti à la Constitution et à la création d'un Parlement. C'est donc dans la mesure où ça a été, c'était pour la deuxième fois dans le siècle, un événement de telle ampleur du point de vue de la convergence entre plusieurs secteurs de la société à un moment donné, et au niveau de l'extension nationale du mouvement. Par ailleurs, des acteurs et des enquêtés, en 2011, quand ils parlaient, ou en 2012, quand ils parlaient de 77 au miroir de janvier 2011, disaient « on était dans la rue », un acteur disait « j'étais dans la rue et je ne savais plus en quelle année j'étais ». Et une phrase revient de 77 qui était la répétition au sens théâtral, la répétition du 25 janvier 2011. En termes chiffrés, pour donner une idée de la répression, ou plutôt de l'allure de ces deux journées, c'était donc un soulèvement populaire multiforme dans le sens où il y a eu des manifestations de masse, des grèves, des affrontements avec la police, qui ont donné un résultat de 79 morts, des centaines de blessés et 2000 arrestations. Et pour imager, je pense, la violence de la répression, il y a eu à Alexandrie seulement 132 personnes touchées par balles réelles. À partir de là, on va faire un petit retour dans la seconde moitié du XXe siècle pour mettre en contexte simplement, sachant pas avec quelle connaissance du pays chacun vient, et je suppose que ça mettra en lumière la suite. Donc petit rappel, en juillet 1952, on assiste au coup d'état des officiers libres en Égypte, un groupe de militaires qui est mu par une volonté de réhabiliter la grandeur égyptienne, mais avec un projet politique relativement vague. Dans ce groupe, Nasser s'impose et avec lui le projet arabiste, duquel il se met en tête de file. Des réformes de répartition sont prises progressivement, la réforme agraire à partir dès le coup d'état des officiers libres et à la fin des années 50 et début des années 60, des mesures de répartition touchant notamment la classe ouvrière et les catégories les plus pauvres de la société, qui s'accompagne d'une vague d'industrialisation. Donc la catégorie des ouvriers prend une place croissante dans la société égyptienne à ce moment-là. Troisième caractéristique de la période nassérienne, un paternalisme qui s'est traduit par une interdiction des partis à partir de 1954. Un seul parti était autorisé, un seul syndicat, des structures d'encadrement de la société, dans une logique où le père sait ce qui est bon pour son peuple, qui n'est pas censé revendiquer. 67, c'est la défaite contre Israël. Diagnostic du FMI, diagnostic catastrophique de l'état économique de l'Égypte, et une mise à balle de la politique nassérienne dans son ensemble. 1970, à la mort de Nasser, Sadat prend le relais et lance une politique d'ouverture connue sous le nom d'Infuter. Elle prend deux versants économiques, il continue donc à détricoter les réformes économiques qui avaient été prises par Nasser, réformes qui étaient déjà partiellement détricotées par elle-même, et une ouverture politique, brèche de laquelle on va un peu plus parler, une ouverture politique qui en réalité se traduit par la mise en place de 3 plateformes, c'est-à-dire que le parti unique était sujet à des pressions telles qu'il a été contraint de créer 3 plateformes représentant les 3 tendances, simplement droite, gauche et centre. Et donc on voit, enfin, l'idée perdure de conserver l'unité nationale au travers de l'outil du parti.
mais quelques années après, on autorise la création de partis politiques, en réalité de façon extrêmement contrôlée. Et en 81, c'est l'assassinat de Sadat et l'ouverture d'une autre période avec Moubarak, dont je ne parlerai pas ici. Qu'est-ce qui se joue en 77 ? Donc c'est à l'échelle du siècle un soulèvement populaire d'une ampleur rare. À l'échelle de ses protagonistes, c'est l'issue d'une décennie de contestation croissante qui a été ouverte avec la défaite de 67. Et donc c'est un temps fort qui contribue d'une certaine façon à fermer le cycle de protestation ouvert en 67. Pour vous décrire ce cycle de protestation, on a eu une opposition croissante, une opposition d'abord à Nasser, et à sa mort, cette opposition à Nasser a été rejointe par une opposition nassérienne à Sadat, si vous me suivez. Vous ne me suivez pas? Si. Dans le milieu des années 70, on a eu une vague de création de partis d'extrême gauche qui étaient interdits. Avec le multipartisme et la mise en place de ces 3 plateformes, Sadat reprend l'initiative en tranchant dans un bouillonnement politique et il dessine une gauche inacceptable et par ce biais-là, une gauche inacceptable. Et il va mettre au pas la gauche acceptable en tapant sur la gauche inacceptable et c'est ce qui se joue entre autres en 77. Et donc les années 80 prennent une figure, c'est ce qui a été posé tout à l'heure de façon générale, et je pense que là on est en train de descendre tout à l'heure dans le débat précédent sur les soulèvements arabes. Dans la décennie 80, on a une transformation des modes d'action politique, un reflux des formes de partis d'extrême gauche, et la conversion de l'engagement dans les organisations professionnelles, ou le travail dans le parti légal, ou la conversion sur les projets professionnels individuels. Alors ce que je vous propose comme moyen de lire cet événement, c'est de le traverser de 3 façons différentes. En tant qu'événement reflet de qu'est-ce qui nous révèle de son époque, quelles sont les lignes que l'on peut distinguer et qui se croisent dans la rue en janvier 77. Dans un deuxième temps, l'événement trace, ou l'événement marque dans l'histoire, en quoi est-ce qu'il fait rupture. Donc là, je vous parlerai de l'enquête que j'ai menée auprès d'anciens activistes d'extrême gauche alexandrins. Et vous verrez comment l'enquête fait miroir et révèle la construction de l'événement, au sens de marque. Et dans un troisième temps, l'événement mesure, la rémanence là venait l'idée du titre de rémanence, mais comment le son de l'événement continue à résonner aujourd'hui. Et donc en somme, on va traverser, on va suivre la ligne sur 2 questions. En quoi l'observation de l'insurrection, qu'est-ce que l'observation de l'insurrection nous dit de la configuration qui oppose les mouvements sociaux à l'État? Et en parallèle, comment se construit un événement, cet événement en tant qu'événement. Donc l'événement reflet comme pratique de l'événement reflet des pratiques de la contestation. J'ai pris comme une photographie, et donc je vous présente un commentaire comme si je faisais un commentaire d'image. Et je pense que c'est un moyen de situer ce qui se joue en 77 dans l'évolution de la politique du conflit, et donc au regard de la période antérieure. J'ai employé le terme de politique du conflit, autrement dit l'intersection de termes qui étaient forgés, en tout cas par Sidney Tarot et Charles Tilly. C'est un moyen de réduire un petit peu la question des mouvements sociaux et de s'interroger sur les mouvements sociaux comme une configuration, comme un couple, ou plutôt comme un trio. Politique du conflit entendue comme l'intersection entre le conflit, le mouvement collectif et l'État. Donc entre le 1er et le 17 janvier 77, première partie du mois de janvier, une série de mesures sociales sont adoptées consécutivement. On augmente les primes des retraités, on augmente les salaires des ouvriers, on alloue un budget de 92 millions de guinées pour l'amélioration de la condition ouvrière, y compris des mesures qui touchent l'ensemble de la population et pas uniquement les secteurs ouvriers.
Et le 17 janvier, le ministère des Finances annonce le projet de budget annuel, au milieu duquel se glisse la diminution des subventions sur les produits de matières premières, sur les produits de première nécessité, de l'ordre de 50% pour le pain, et la diminution touche aussi le sucre, le thé, le gaz, l'huile de cuisson. Autrement dit, on a essayé de faire, on a avancé une augmentation qui était immédiatement compensée par une diminution du soutien sur les produits de première nécessité. Dès l'annonce des mesures, le 17 au soir même, des manifestations débutent dans certains quartiers du Caire et d'Alexandrie. À Helwan, ville industrielle en banlieue du Caire, les manifestants entreprennent de couper la route. Les rassemblements prennent une véritable ampleur le lendemain matin, quand tout le monde a pris connaissance de l'annonce, soit par les journaux le matin même, soit par la télévision, soit en allant faire les courses et en constatant l'augmentation inaccessible du sandwich. On va rentrer dans les détails. L'indignation et la colère s'est exprimée par des actions collectives partant de 3 espaces distincts, les quartiers, les lieux de travail et les universités. Remarque, les manifestations de quartier est fréquemment dominées par des femmes. À Alexandrie comme au Caire, les étudiants se sont d'abord rassemblés dans leurs universités pour ensuite rejoindre le centre. À Ain Shams, université du Caire, les étudiants se sont rassemblés en assemblée générale pour se prononcer collectivement contre les réformes. Ils se sont ensuite dirigés, comme les autres cortèges, vers l'Assemblée du peuple, où ils ont porté les revendications à l'Assemblée du peuple. La délégation a été arrêtée. Ce que ça traduit, c'est donc en premier lieu, première analyse de ce récit-là, c'est le recul de la politique nassérienne. Donc, c'est-à-dire politique nassérienne dans le sens où Nasser a généralisé le système de subvention comme un mode de répartition de l'économie de rente. C'est-à-dire que le travail n'est pas au centre du système de répartition. C'est une question annexe, si elle fait réagir, ça sera intéressant. Sous Nasser, on a connu une croissance du nombre d'étudiants de milieu populaire, dont l'emploi était théoriquement assuré par un appareil d'État croissant lui aussi, et l'encadrement de cette génération au sein d'organisations uniques et de masse. En quoi est-ce que c'est un recul manifeste par le développement d'une contestation au sein et à la marge de ces organisations, et par l'abandon progressif de la mission de l'État d'assurer les besoins élémentaires de la population par le fait de rogner sur les subventions. Pour situer les groupes sociaux qui interviennent, c'est d'abord le mouvement étudiant. Rapidement, un cycle de protestation s'est ouvert à partir de 1968 sur une double question, la démocratisation du régime et la question de la poursuite de la guerre contre Israël et plus précisément au départ sur le jugement des généraux responsables de la défaite, considérés comme responsables de la défaite. Les deux questions ont été le fil sur lesquels se sont construites les mobilisations étudiantes pendant la décennie et essentiellement entre 72 73-74. Les universités sont devenues un espace de protestation, donc fréquenté et pratiqué au-delà des étudiants, ce qui signifie que l'accès aux universités est aussi devenu un moyen de rétorsion pour l'État. Et cette activité estudiantine nationaliste et de gauche a été... le pouvoir a essayé de contrer cette activité estudiantine par le soutien à des organisations islamistes qui ont formé une espèce de nébuleuse d'organisations islamistes qui ne se positionnaient pas sur des questions, globalement ne se positionnaient pas sur des questions de politique nationale, mais plus sur des questions de morale individuelle et de soutien matériel aux étudiants. Simple remarque. Ah bon. Bon,
5 minutes, c'est-à-dire qu'on avait 20 minutes, j'ai parlé un quart d'heure. Bon. On va aller rapidement, le mouvement, donc je vais vraiment résumer aux idées, je vais vous passer sur les petites histoires. Le mouvement, pour le mouvement ouvrier, si j'ai cité les quartiers qui ont été mobilisés, c'est parce qu'ils ont été les lieux de forte mobilisation pendant les décennies 70. Autrement dit, on a ici la traduction d'une accumulation, on a des lieux bien précis de mobilisation et qui traduisent une accumulation. Le fait que les gens soient en grève n'a rien d'anodin. La grève du travail s'est réimposée dans les années 70, alors que dans les années 60, on a contourné la violence de la répression par une inventivité incroyable de modalités de contestation. La grève de l'esclave qui consiste à ne pas toucher son salaire, la grève du sac qui consiste à tabasser les contremaîtres avec un sac sur la tête, la grève de la discipline, on pourrait dire, celle-là elle n'avait pas de nom spécifique, mais qui consistait à empêcher la direction de rentrer dans les usines, mais tout en continuant le travail, parce que ça aurait signifié attaquer l'intérêt national. Bon, en somme, reflet de la rupture progressive d'un consensus, et recul, pour le pouvoir de Sadat, recul des moyens de contact entre pouvoir et les masses. J'arrive donc un peu au cœur de l'histoire qui est l'enquête, partie que j'ai intitulée sur le banc des accusés, avec la question de comment cet événement est un point de référence pour les acteurs, forme un point dans l'histoire. Dans le traitement de l'insurrection par le pouvoir, les communistes ont été considérés comme responsables de l'événement. Comment expliquer qu'on a... Non, pas comment expliquer, mais comment c'est concrétisé ce complot communiste. Il faut d'abord voir au travers des yeux de la sécurité nationale ou la police politique, qui cherchaient les éléments de référence marxistes dans les cortèges. C'est-à-dire qu'évidemment, les militants communistes étaient là, eux, ils avaient la catégorie marxiste ou communiste, et c'est ceux qu'ils ont identifiés, puisque c'est ceux qu'ils connaissaient, qui surveillaient auparavant. Ils ont attrapé. Ça, c'est une première chose. Ils ont ensuite contribué à accuser les communistes par des fausses accusations, mais c'est autre chose. Point plus important, le 21 janvier 1977, donc on est 18 et 19 janvier, le vice-ministre de l'Intérieur a émis une note à l'intention de cette sécurité nationale, police politique, accusant les organisations politiques d'être à l'origine d'un complot visant le cœur du pouvoir. À partir de là, une liste de noms a été éditée et des arrestations ciblées ont commencé. Dans les médias, Sadat a pointé les socialistes fanatisés au point de détruire les moyens de production. Il va de soi que les communistes sont descendus dans la rue pour la plupart d'entre eux, qu'ils se sont réjouis du soulèvement pour la plupart d'entre eux, qu'ils ont pu contribuer à définir des modalités d'expression, notamment au travers des slogans et des campagnes qu'ils avaient pu mener dans les années précédentes, mais qu'ils n'avaient absolument pas les moyens d'organiser cette insurrection. C'est donc un choix tactique du pouvoir qui a été opéré. Le prisme, la police avait un prisme déformant, comme je vous l'ai dit, ils ont mis d'arriver les catégories qu'ils connaissaient, mais pour autant ils n'étaient pas dupes et témoignent une étude de la police qui s'appelle « Événement du 18 et 19 janvier, une réaction spontanée ». Mais pour autant, la compréhension même de la police de l'événement ne change pas le choix du pouvoir, qui a été d'un découpage de l'opposition en tranches et d'un affrontement systématique de l'un après l'autre. Et donc dans cet épisode-là, les militants islamistes ont été mis de côté, ils ont participé à brûler des discothèques, des militants islamistes ont participé à brûler des discothèques et cette question n'a pas du tout été mise en avant n'a pas du tout été mise en avant pour le pouvoir, au contraire. Les communistes ont donc été placés sur le devant de la scène. En quoi c'est un paradoxe qui... ça pose le paradoxe de l'enquête. Je travaille donc sur les mouvements sociaux à Alexandrie, en particulier avec un militant du Parti communiste des travailleurs, c'est-à-dire un parti communiste hétérodoxe, militant depuis la génération depuis les années 50, une personne ressource dans la ville, disons une personne qui est une personne relais dans la ville, entre les générations, entre les milieux, un activiste, bref. Je lui demande
si je peux, je lui dis que je travaille sur 77. Il me confie son analyse en premier lieu et me dit le ministre de l'Intérieur a dit les communistes ne font qu'un d'un bout à l'autre du pays. Il est d'accord avec... donc il ponctue en disant ça c'est vrai, et ils ont auto-organisé, et ça c'est faux. Et cette analyse est partagée par les militants autour de lui, et largement ça s'est un peu imposé comme un fait. Pour autant, quand je lui demande de me présenter des gens qui pourraient me parler de l'insurrection en 77, la tâche était difficile pour lui puisqu'il n'identifiait pas d'organisateur. Et ne disposant pas de discriminant, il a choisi le discriminant de l'oppresseur, c'est-à-dire qu'il a pointé les gens qui avaient été accusés par le pouvoir, ceux qui faisaient partie de la liste des 178 accusés d'avoir organisé le complot. Alors c'est très dommage parce que je ne vais pas vous parler de la partie peut-être qui est la plus sympathique au niveau de point de comparaison sur l'expérience des mouvements sociaux, mais donc j'irai vite sur la fin, vers l'événement mesure. Qu'est-ce qu'on sait de cet événement Qu'est-ce qu'on sait de cet événement comment la mémoire de cet événement s'est-elle construite? Donc d'abord la presse et la bibliographie. On ne sera pas étonné de voir qu'elle est dominée par elle est dominée par les militants du Tagamo, l'organisation du rassemblement, donc qui est le fruit de la plateforme de gauche légale, militants de gauche donc, qui dans une expression très politisée analyse l'insurrection de 77. Du côté du pouvoir, outre le rapport destiné à la police que j'ai mentionné précédemment, la description est très limitée et finalement sert la condamnation. On a donc une mémoire qui est très fragmentée. 2 films ont été réalisés sur le sujet, mais c'est dire que, dont de très bonne qualité, mais c'est dire que l'imaginaire sur 77 est en réalité extrêmement bridé. Et donc quand on fait parler comme ça spontanément, parle de façon indistincte les gens, c'est un peu... c'est l'expérience individuelle qui domine. J'ai vu des feux, il y avait des feux partout dans la ville, j'ai vu quelqu'un se faire fusiller devant chez moi. Ça ressemble à une impression très traumatique. Ça rend des adultes traumatiques. Et donc si je reprends, l'enquête a permis de... J'ai mal géré l'histoire du temps, je suis désolée, mais je vais essayer quand même d'éclaircir un peu mon propos pour faire une conclusion qui tienne debout. Si vous voulez, l'enquête a montré comment le choix de Sadat, qui a été de fragmenter... je vais y venir. Donc, centralité des communistes dans l'accusation, dans l'écriture de l'histoire, ce qui signifie qu'on a eu toute une section qui continue à appartenir aux oubliés de l'histoire. Ils ont été considérés par le pouvoir comme des masses n'ayant pas de point de vue politique et qui s'assemblaient avec un instinct animal, position qui a été défendue par des journalistes proches du pouvoir, par et toute une frange de la population qui reste oubliée parce que sociologiquement et par affinité, ceux qui écrivent sur 77, et donc les communistes, ou la gauche plutôt, ou des membres de la gauche, n'ont pas de lien avec eux proches. Les sources policières ne permettent pas de les toucher en réalité, et donc il reste les oubliés de l'histoire. Donc en conclusion, on a assisté à une fragmentation qui conduit à un monopole mémoriel. C'est-à-dire que, supporté par la sécurité nationale, Sadat a poursuivi, en utilisant 77, qui a surgi effectivement, a utilisé 77 pour poursuivre son travail de stigmatisation des communistes, poursuivre dans sa méthode de répression qui relève de la fragmentation. Cette image véhiculée par le pouvoir a déterminé la construction mémorielle,
c'est-à-dire que la frange communiste, et en particulier ceux qui ont subi la répression, se sont trouvés investis d'une aura de victimes de 77, mais sans pour autant avoir les moyens d'imposer cette vision à une échelle large. Et donc le fait 77 prend une allure de non-événement à une large échelle. On a donc confié aux communistes un quasi-monopole, comme on confierait une part de marché. Et donc Non mais c'est bien sûr. On pourra revenir par la suite sur la question sur le retour vers les faits. Et puis j'avais un petit clin d'œil que j'espère qui j'espère sera abordé sur la place de l'historien dans l'histoire et dans la construction mémorielle, et donc les niveaux entre le discours des acteurs, l'analyse sur le discours des acteurs, l'analyse générale, et qui est donc l'analyse générale qui devient une discussion avec les acteurs eux-mêmes, et quand on est en réalité analyste et acteur, et ensuite la production d'histoire qui va être appropriée par les acteurs ou non. Je suis vraiment désolé. Et donc en somme sur les différentes facettes de l'individu chercheur ou individu historien dans son engagement. Merci beaucoup Mélanie.